Bonsoir Louisa. Bonsoir Virginie. On ouvre ce journal avec les suites des révélations de Victor Castanet sur les crèches privées. Nous vous en parlions hier. Le journaliste Victor Castanet dénonce les conditions de travail des professionnels et les conditions d'accueil des crèches privées. Il était au micro de France Inter ce matin. On l'écoute. Alors c'est évidemment les maltraitances qu'ont subi certains enfants de familles que j'ai pu suivre pendant plusieurs années, notamment des enfants qui étaient dans une crèche située à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille, dans lequel vous avez 9 enfants qui sont concernés par des faits de maltraitance. Ça a duré plus d'1 an et vous avez des punitions avec des enfants qui sont pendant de longs moments, parfois pendant des heures, punis dans le noir, sans tétine, sans doudou. C'est des humiliations aussi. Quand les enfants, justement, sont pas propres, il y a certains professionnels qui vont les punir, les humilier devant les autres enfants, ce qui laisse des traumatismes. Et puis, c'est aussi des faits de privation de nourriture. Selon le journaliste, un pacte de non-agression aurait été signé par la ministre démissionnaire de l'égalité femmes-hommes Aurore Bergé et Elsa Hervy, porte-parole du lobby des crèches privées, afin de taire le scandale des crèches. Et Aurore Bergé a répondu à ces accusations. Oui, dans Le Parisien, l'ancienne ministre déclare « On ne s'est pas revus pendant 15 ans, nous n'avons jamais déjeuné ni pris un café en tête-à-tête ensemble. Je n'ai rien à cacher et l'État non plus. » Elle ajoute se réserver le droit, je cite, « d'attaquer le livre s'il y a des propos qui lui portent atteinte. » Quant à Elsa Hervy, elle préfère lire l'ouvrage avant de livrer tout commentaire. Autre sujet, la réforme du brevet souhaitée par Gabriel Attal dans le cadre du choc des savoirs n'aura finalement pas lieu. Le rendre obligatoire pour le passage en seconde, c'était la volonté de Gabriel Attal alors qu'il était à la tête de l'Éducation nationale en décembre 2023. Il souhaitait rompre avec les règles du brevet, vieille de 76 ans, en cause l'affaissement du niveau d'exigence. Les textes n'ont pas été inscrits à temps et seront étudiés le 10 octobre prochain, trop tard pour les appliquer en 2025 alors que les élèves s'apprêtent à le passer. Voici ce que confiait Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES FSU, au micro de France Inter. On a fait la rentrée sans avoir vraiment d'informations stabilisées à donner à nos élèves et aux familles sur le brevet qu'ils allaient passer en juin 2025. Si les règles du jeu avaient dû changer là dans les prochains jours ou les prochaines semaines, ça aurait été extrêmement inconfortable parce qu'il aurait fallu finalement expliquer aux élèves que les règles avaient changé, que tout ce qu'ils avaient fait depuis le début de l'année allait peut-être devoir être revu. Et puis surtout, il aurait fallu leur dire que s'ils n'avaient pas leur brevet, ils ne passeraient pas en seconde. Donc changer là encore les règles et le discours en cours d'année. Donc voilà, de ce point de vue-là, c'est plutôt une bonne chose. C'est une bonne chose aussi que le brevet ne devienne pas obligatoire pour passer en seconde. Ça aurait été une mesure très dure, très violente socialement, qui est une forme de tri social qu'on conteste. Donc de ce point de vue-là, c'est aussi une bonne chose, je dirais, pour l'esprit du système éducatif. Et la Cour des comptes a publié ce lundi un rapport sur l'inclusion scolaire qui révèle notamment que les élèves en situation de handicap ne sont toujours pas assez avantagés. Les familles rencontrées ont unanimement qualifié la scolarisation de leurs enfants de parcours du combattant. À ce jour, de nombreux élèves en situation de handicap connaissent des parcours discontinus qui sont source de sentiments de mal-être et d'incertitude sur leur avenir. C'est ce qu'alerte ce rapport. Si la Cour des comptes estime que le nombre d'élèves en situation de handicap a triplé, des inégalités persistent, des classes trop remplies pour adapter les cours, des équipements qui ne sont pas appropriés, un manque de place dans les établissements médico-sociaux, des problèmes de transport, la liste est longue. Si ce rapport se félicite de la croissance du nombre d'élèves en situation de handicap dans les établissements scolaires, la politique inclusion pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées ne permet pas, je cite, de couvrir l'ensemble des besoins des élèves de manière efficace et équitable. On reste sur les bancs de l'école avec l'association de l'or dans les mains et de nombreux acteurs de l'éducation qui se mobilisent pour demander le retour de l'apprentissage manuel au collège. Notre système éducatif actuel ne valorise qu'une seule forme d'intelligence. Or, l'intelligence manuelle est un puissant levier pour faire grandir sa confiance en soi, développer ses capacités cognitives et ses apprentissages moteurs. C'est ce que confiait Gabrielle Légeret, fondatrice de l'association de l'or dans les mains. Cette association propose des outils pédagogiques au collège, temps d'échange, ateliers pratiques, supports pédagogiques, alors que la technologie n'est plus enseignée dans les classes de 6e depuis la rentrée 2023. La question de l'enseignement artisanal à l'école pose question.
Les acteurs du monde éducatif demandent à l'État de réintégrer les matières artisanales au collège. Plusieurs arguments sont avancés: valoriser les métiers d'art et les parcours professionnels, encourager les élèves à sortir du virtuel ou encore éduquer à la conscience écologique en les connectant à la matière. Pour rappel, l'État a mis en place le programme à la découverte des métiers à partir de la 5e et qui permet aux collégiens de mieux comprendre et de se projeter dans le monde professionnel. Place désormais à un sujet qui aidera sans doute de nombreux parents, car vous nous emmenez, Louisa, à Tours, où une scientifique teste tous les produits anti-poux du marché et nous donne quelques conseils. Oui, tout à fait. C'est Bertine Toubaté, chercheuse au laboratoire de l'Université de Tours, qui étudie les poux depuis 20 ans. Elle précise que, contrairement aux idées reçues, les poux ne volent pas et ne sautent pas. On se rend tout de suite dans son laboratoire où elle décrit son procédé de recherche dans le reportage de Solène Lehen sur France Info. Je vais prendre des poux et je vais vous montrer. Donc là, on a des orifices. Ce sont les orifices respiratoires du poux. Il y en a un ici. Et c'est par là justement qu'agissent les produits puisqu'ils bouchent ces orifices-là. Ça les asphyxie. Voilà. Les derniers essais, c'était à peu près une vingtaine de produits. Sur une vingtaine de produits, il y a à peine 4 à 5 qui sortent l'épingle du jeu, c'est-à-dire qui tuent poux et lente à la fois. Si seulement 4 ou 5 produits sortent leur épingle du jeu, elle ne donne pas de nom de marque, mais elle recommande les produits à base de silicone. Quant aux recettes de grand-mère comme la mayonnaise ou le vinaigre, elle assure que ça ne fonctionne pas. Non, le vinaigre sur la tête, c'est pas top, c'est sûr. Merci beaucoup, Louisa.